Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons la 4e partie, la croisade contre-révolutionnaire de 1857 à 1869. Nous n'épuiserons pas le sujet aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le premier chapitre de cette partie, de cette 4e partie, le réveil d'un peuple. Ne pouvant régner que par la force brutale, Urbina travaillait à la dégradation progressive du peuple. Il vit d'abord dans l'Église, qui est la première force vitale d'une nation. Il vit d'abord dans l'Église la grande ennemie à détruire, et du moins à enchaîner. Et donc il espère dans un premier temps corrompre les évêques et les prêtres, ou du moins les dominer. Donc dès son arrivée, Urbina destitue l'évêque de Guayaquil au profit d'une de ses créatures. Naturellement, l'intrus n'obtint pas l'investiture du Saint-Siège et Urbina recula devant le schisme, mais il se vengea sur son agent d'affaires à Rome, le marquis de Lorenzana, qu'il révoqua brutalement. Et va commencer toute une série d'attentats contre le clergé, dans le but évident de le démoraliser. Il va donc faire main basse sur les couvents pour y loger ses soldats, sous prétexte d'insuffisance des casernes, et donc, bien sûr, désorganisés, les corps religieux vont tomber très vite dans un état de décadence irrémédiable. À la faveur ensuite des lois qui lui donnaient la haute main sur les séminaires, Urbina va choisir pour directeur des hommes dévoués à sa politique, tentant même de séculariser complètement les instituts ecclésiastiques en y introduisant des administrations mixtes, prêtres et laïcs si bien triés que l'évêque ne parvenait à faire prévaloir une idée salutaire. Alors, pour déconsidérer le ministère paroissial, les journaux libéraux favorisés par Urbina ne cessaient d'entretenir le peuple des abus, des scandales du clergé, exagérant les moindres fautes, dénaturant les actes les plus innocents et calomniant avec la plus cynique audace, chose que l'on connaît aujourd'hui. On vit les collèges transformés en casernes, les écoles primaires complètement abandonnées, l'université tuée par une loi dite de liberté des études qui autorisait les élèves à prendre leur grade sans suivre les cours des facultés. De là, la paresse, l'ignorance, la corruption, la ruine absolue des études, une extinction calculée de toute civilisation et un abrutissement général de la nation. Alors, pendant que les provinces de l'intérieur du pays gémissaient sous le joug de fer d'Urbina, Robles et Franco terrorisaient le littoral. On nous racontait qu'assassinats d'officiers, de juges, de prêtres même, et puis pour remplir ces coffres qui étaient vides, le despote avait inventé le délit de floréanisme. C'était par rapport à Florès que nous avions vu la dernière fois. Ces journaux signalaient à chaque instant
des bandes révolutionnaires organisées par Flores. Alors apparaissaient des décrets financiers qui prenaient le nom de contributions forcées. Les caisses du fisc remplies, l'ombre de Flores s'évanouissait comme par enchantement. Et si les spoliés se montraient récalcitrants, ils les jetaient en prison ou vendaient leurs meubles. Ainsi, seigneur et maître du pays, il osa concevoir le dessein d'aliéner même une partie du territoire. En 1854, les Équatoriens apprirent, en 1854, pardon, les Équatoriens apprirent par une notification du journal officiel que les îles Galápagos renfermaient d'immenses dépôts de guano. Or, le gouvernement de l'Équateur, ne possédant pas encore une flotte assez considérable pour défendre cette précieuse Californie contre les pirates de toutes les nations, en avait très judicieusement cédé l'exploitation aux États-Unis, moyennant une somme de 3 millions de piastres. Or, le corps diplomatique, informé que ces îles ne renfermaient aucune parcelle de guano, mais qu'Urbina les avait purement et simplement vendues aux États-Unis, ce corps diplomatique éleva une protestation solennelle contre cet odieux marché, au point qu'Urbina dut réaliser le contrat et perdit ses 3 millions. Il descendit donc d'un degré de plus dans le mépris du peuple. On ne comptait plus les nombreux exils de tout récalcitrants. Les journaux encensaient le maître qui les payait. On trouva des jeunes gens, habitués des orgies présidentielles, pour fonder un nouveau journal, La Libertad, pour saper, de concert avec Urbina, toutes les institutions sociales et religieuses. Et sur le point de terminer sa carrière présidentielle, des citoyens courageux vont créer un périodique, El Espectador. En janvier 1855, dans le but de revendiquer les droits de la religion et de la patrie, voilà ce que disaient les rédacteurs. Nous ne voulons ni du despotisme qui enchaîne la pensée, ni de la démagogie qui la corrompt. Nous haïssons également le cimeterre des tyrans et le poignard des révolutionnaires. Catholiques et patriotes, nous voulons la religion parce qu'elle a brisé les chaînes de la servitude et relevé les malheureux broyés sous le poids des despotes. Cette religion, nous la défendrons jusqu'au dernier soupir. Urbina, furieux, on osait le critiquer, alors s'annonçait une nouvelle vague d'exil. On apprenait en outre que Flores, ayant gagné les bonnes grâces du général Castilla, président du Pérou, allait fondre sur l'Équateur avec une armée d'auxiliaires. Et pour sauver l'État d'un pareil danger, Urbina lança un décret de proscription contre toutes les familles suspectes de floréanisme. Et il y eut ainsi une vague d'internement, de déportation, et Urbina en profita pour confiner les rédacteurs de l'Espectador vers une mort lente mais sûre dans les déserts du Napo. Cette razzia de conservateurs, au moment de l'élection présidentielle, était un coup de maître. Le parti décapité par la perte de ses chefs, les électeurs terrorisés, il fallait donc renoncer à la lutte. Et ces 4 années qui pesaient sur l'Équateur allaient fatalement aboutir à une nouvelle période d'oppression. De fait, les patriotes ne présentèrent même pas de candidats et le débat se limita entre 5 ou 6 personnalités
appartenant aux différentes nuances du Parti démocratique, tels que Pedro Moncayo, un des docteurs du radicalisme, Gómez de la Torre, qui était un riche propriétaire désireux de faire prédominer l'élément civil sur l'élément militaire, le ministre Bustamante, qui était ennemi des persécutions religieuses, et le général Robles, gouverneur de Guayaquil, qui était une créature et une doublure d'Urbina. Alors, au milieu de ces rivalités, Urbina pensa peut-être un instant conserver le pouvoir, mais les démocrates mécontents s'étant ralliés autour de Gómez de la Torre, il soutint la candidature de Robles, lequel manœuvrait selon ses désirs et assurerait sa réélection dans 4 ans. Cependant, comment imposer un tel ridicule mannequin? Il trouva un moyen, celui d'investir Robles d'un pouvoir discrétionnaire sur les prisonniers qui remplissaient les prisons. Et ce dernier, juste au moment de chauffer sa candidature, rendit la liberté à tous ses prisonniers. L'hypocrisie eut un succès et Robles l'emporta. Il l'emporta de 79 voix sur son concurrent. Fin 1856, après une délibération du Congrès sur une proposition d'amnistie, les amis de García Moreno demandèrent pour lui, à Robles, un sauf-conduit. Et Robles l'accorda, pensant que cet acte lui gagnerait peut-être le cœur des habitants de Quito, faute que l'implacable Urbina n'aurait certainement pas commise. Mais Robles n'avait pas assez d'intelligence pour deviner l'homme à craindre qu'était García Moreno. Donc à peine arrivé, les distinctions les plus flatteuses, les plus honorables, lui furent décernées, et avec un empressement d'autant plus masqué qu'on voulait, en l'exaltant, rabaisser ses persécuteurs. La municipalité de Quito le nomma juge de première instance. Quelque temps après, la charge de recteur de l'université devenue vacante, les docteurs, investis du droit de nomination, choisirent García Moreno. Il stimula alors au travail professeurs et élèves en accordant les grades non plus à la faveur, mais au savoir. Lui-même présidait aux examens, écartant impitoyablement tout candidat incapable. Et cette mesure, évidemment, va contraindre les étudiants à fréquenter les cours en dépit de la liberté que leur octroyait la fameuse loi des études. La faculté des sciences n'existant que de nom, sans professeur, sans laboratoire, García Moreno fit don à l'université d'un magnifique cabinet de chimie et se chargea lui-même d'enseigner cette science. En tout cela, García Moreno n'oubliait pas le grand but à poursuivre, la délivrance de son peuple. Et il considérait les charges publiques comme un acheminement aux fonctions parlementaires qui lui permettait de débattre les grands intérêts de la nation. Aussi, comme en mai 1857 devait avoir lieu l'élection des membres du Congrès, il résolut d'entrer au Sénat avec quelques-uns de ses amis politiques et d'y arborer enfin le drapeau de l'opposition. Pour poser sa candidature, il fallait créer un journal. Et ainsi, 4 mois après son retour de France, de Paris, il fit paraître à Quito le premier numéro de la Unión Nacional, organe électoral des candidats de l'opposition. Le titre seul était tout un programme, groupé en faisceaux tous les mécontents pour écraser sous cette coalition
les candidats du gouvernement. Alors, certes, on ne fonde rien avec des coalitions, mais ce sont parfois d'excellents béliers pour démolir. Cependant, García Moreno tenait d'une main ferme le but que poursuivait le nouveau journal. Je cite, « Quand une cité ensevelie dans les ténèbres d'une nuit profonde se livre aux douceurs du sommeil, un grand silence règne autour d'elle. C'est à cette heure que l'assassin saisit son poignard, quitte son repère et se rend sur le théâtre choisi par lui pour un nouveau crime. Sûr de l'impunité, car la nuit lui sert de voile et ses victimes sont endormies, il avance hardiment, attaque dans l'ombre la demeure paisible de l'honnête homme et d'une main le dévalise pendant que de l'autre il s'apprête à l'égorger. Mais que soudain retentisse le cri d'alarme, que les citoyens émus se précipitent au secours de la victime, le brigand s'enfuit en jetant son butin. De même, une nation, abreuvée d'outrages, réduite au désespoir par une longue série de revers, cherche dans le sommeil l'oubli de ses douleurs. Malheur à elle si elle ne se réveille pas avant l'attentat final. Malheur à ses fils si, au lieu de voler à son secours, ils se plongent dans un lâche repos ou se livrent aux fureurs de la discorde. L'Équateur se trouve-t-il aujourd'hui dans cette effroyable passe? Les actes, ou plutôt les scandales du gouvernement, répondent douloureusement à cette question. Or, sachez-le, si dans une monarchie, le silence des peuples est la leçon des rois, dans une république, c'est la mort à bref délai. Inutile de chercher en pays étranger la preuve de cette vérité, qu'il suffise d'évoquer le nom maudit d'Urbina, ce synonyme de toutes les infamies et de tous les crimes. Aujourd'hui que les urnes électorales vont décider de l'avenir de la République, le silence du peuple équivaudrait à l'atonie du cadavre. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut l'union loyale et le concours de tous les citoyens qui s'intéressent encore à l'honneur de la patrie. Voilà pourquoi nous agitons le drapeau de l'Union nationale, persuadés que si nous marchons ensemble, on ne verra plus se hisser au pouvoir des misérables qui devront, au jour de la justice, gravir les marches de l'échafaud. Donc, García Moreno donne un coup d'éperon aux engourdis très nombreux dans le parti de l'ordre, et il les pousse aux urnes, l'épée dans les reins, en leur faisant comprendre que les électeurs primaires, dont les comices vont faire choix à l'occasion du renouvellement du Congrès, auraient à nommer plus tard le futur président. Il s'agissait donc ou de préparer la réélection d'Urbina, ou d'éliminer à jamais ce despote exécré. À la pensée qu'Urbina puisse encore régner sur son pays, García Moreno donna libre cours à son indignation le 28 avril 1857. Je cite, « 5 ans durant, il a fait peser sur nous son despotisme immoral, sans qu'un acte honorable ait légitimé son usurpation, ni couvert ses crimes aux yeux de la postérité. Bâillonner la presse pour étouffer la conscience publique, transformer les collèges en casernes, abrutir la nation en supprimant toute espèce d'enseignement, ériger le vol en système sous le nom d'emprunt forcé, décréter l'impunité des bandits à sa solde, calomnier pour persécuter, exiler au désert des innocents, des prêtres mêmes, trop fiers pour l'encenser du haut de la chair, s'abreuver du sang et des larmes d'un peuple, tel fut le gouvernement d'Urbina à l'intérieur. Dans ses relations avec les nations étrangères, duplicité,
mauvaise foi, mensonge, couardise, félonie, voilà sa politique. Et cet homme ressaisirait le pouvoir. Et nous serions ainsi livrés au crime et à la barbarie à perpétuité. Donc, voter pour les listes ministérielles, c'est se déshonorer, car derrière ces noms se cache celui d'Urbina. Hormis les employés besogneux ou les courtisans faméliques qui sacrifient le patriotisme au salaire, le peuple tout entier, las d'être victime, marchera comme un seul homme à la conquête de ses droits. Et donc, suite à ces excitations virulentes, le peuple va se réveiller enfin de sa léthargie, de sa longue léthargie. De son côté, le gouvernement va employer tous les moyens de pression, d'intimidation. Les municipalités suspectes de patriotisme, comme celle de Quito, furent désorganisées par d'insignes procédés. Et ce n'est pas nouveau. Chefs de police arbitrairement destitués, gardes nationaux embrigadés. Garcia Moreno dénonce au pays ces scandaleuses pratiques. Après 3 mois de préparatifs, arrive le jour de la grande bataille. Au moment du vote, les 2 partis se trouvaient en présence, comme 2 corps d'armée prêts à fondre l'un sur l'autre. Les employés du gouvernement, transformés en espions, surveillaient chaque électeur pour surprendre le secret des votes. Le sang coula même dans les rues de Quito. Néanmoins, en dépit de ces illégalités tyranniques, le gouvernement fut battu par Garcia Moreno, qui l'emporta de haute lutte, entraînant après lui un assez grand nombre de candidats de l'opposition. Et le 15 septembre 1857, aux applaudissements de tout le peuple, Garcia Moreno, entouré de ses collègues de l'opposition, prenait place au Congrès. Voilà pour le réveil du peuple. Deuxième point, l'opposition parlementaire. 1857-1859. Le gouvernement va préparer un projet de loi destiné à ruiner l'influence et l'action des municipalités afin de laisser au gouvernement le soin de diriger les électeurs sans aucune opposition. Alors, sans faire d'opposition systématique, Garcia Moreno avait résolu de battre en brèche le ministère toutes les fois que les droits de l'Église et du peuple le demandaient. En pareil cas, en effet, la paix lui paraissait une lâcheté et le silence une complicité. Il ne pouvait s'y résoudre. Donc, pour affermir ses collègues contre toute séduction, il reprit, peu après l'ouverture des chambres, la publication de la Union nationale, interrompue depuis 3 mois. Et guidé par une main ferme, le Sénat ne se laissa point entamer. Tous les projets ministériels, destinés plus ou moins sous le nom de réforme constitutionnelle à satisfaire les rancunes du pouvoir, furent impitoyablement jetés par terre. Garcia Moreno demanda un compte scrupuleux des dépenses. Il intervint surtout dans 3 délibérations d'une souveraine importance. La première concernait l'impôt de capitation qui pesait depuis le temps de la conquête sur la pauvre race indigène. Il s'agissait d'un tribut contraire à l'égalité. Je le cite, « Si ce tribut vous paraît manifestement contraire à l'égalité, pourquoi en différer l'abolition ?» Pas de délai, s'écria-t-il. Le mal que vous maintenez surpasse celui que vous craignez, le risque de banqueroute. Et le tribut fut aboli aux applaudissements de tout le peuple. L'autre question préoccupante était
l'instruction publique. Peu d'écoles, peu de collèges, presque pas d'étudiants sérieux depuis la fameuse loi de liberté des études, ignorance progressive, décadence irrémédiable. Telle était la situation dans le domaine de l'instruction publique. Donc García Moreno va présenter sur l'enseignement à tous les degrés une loi organique sur le modèle des systèmes européens. Mais il va échouer, malgré son éloquence, face à un gouvernement obstiné, entêté dans sa routine et opposant à toute espèce de progrès la pénurie du trésor. Ainsi, disait García Moreno, dans un rapport au ministre de l'Instruction publique, ainsi on légalise la paresse, on éteint toute lumière et l'on se tranquillise parce qu'on a sauvé les apparences au moyen de faux titres et de grades immérités. Et puis la troisième question est celle des loges maçonniques. Qu'Urbina avait laissé s'établir subrepticement à Guayaquil, au nom de la religion qui les anathématise et de la société dont ces institutions sataniques ne cessent de saper les fondements. García Moreno demanda la fermeture des loges. La motion fut votée dans des termes assez désagréables pour le ministère, c'est la fameuse loi du 13-11-1857, la religion catholique étant la religion de tous les citoyens, la seule reconnue par la Constitution, on ne peut, sans inconséquence, admettre la création de sociétés irréligieuses. Cependant, comme par négligence ou connivence, on a laissé s'introduire à l'Équateur des sociétés secrètes d'un caractère notoirement irréligieux. Le Congrès décrète la dissolution des loges maçonniques et autres associations réprouvées par l'Église. Mais il en fut de cette loi, comme de toutes les autres, issues de l'initiative parlementaire. Usant de ses prérogatives, le gouvernement en appela au Congrès mieux informé. Dans l'intervalle de ces sessions, ces journaux représentèrent les membres de la majorité comme les apôtres de l'intolérance, des nouveaux Torquemada, impatients de rallumer à l'Équateur les bûchers de l'Inquisition. Puis, quand il crut l'opinion suffisamment préparée, le ministre remit la question sur le tapis, prétendant que les sociétés visées n'avaient aucun caractère religieux et que d'ailleurs, fussent-elles impies et réprouvées par l'Église, ni la Constitution, ni la loi n'autorisaient le gouvernement à les dissoudre. La majorité libérale consentit à se déjuger et la loi resta lettre morte. Donc, sauf l'abolition du tribut indien, cette session de 1857 fut donc absolument stérile du point de vue législatif. Et c'est ce qui va d'ailleurs plus tard, on le verra, inciter García Moreno, pour accepter la présidence, de changer la Constitution. Parce que là, on a l'exemple type d'une Constitution qui empêche absolument toute réaction salutaire. Cependant, moralement, elle exerça quand même une influence immense sur le pays. Parce qu'il fut désormais prouvé à tous qu'après avoir jeté le peuple au plus bas degré de l'abjection, le gouvernement se trouvait impuissant à le relever. Encore une fois, l'instruction radicalement détruite, le trésor épuisé par le militarisme et la bureaucratie, les hommes de gouvernement livrés aux sociétés maçonniques, il n'en fallait pas tant pour exciter le mépris et la colère contre les détenteurs exécrés du pouvoir. De plus, les relations avec les puissances étrangères étaient loin d'être cordiales et harmonieuses. Depuis longtemps,
une question litigieuse relative aux frontières agitait l'Équateur et le Pérou. Et en vue d'amortir sa dette extérieure, l'Équateur avait cédé à ses créanciers, anglais et américains, des terrains assez considérables dans la province orientale, terrains d'ailleurs incultes. Le Pérou réclama, contre cette aliénation d'un territoire qu'il prétendait injustement lui appartenir, en vertu d'anciennes délimitations. Donc à l'âpreté des revendications se joignait une antipathie profonde pour Urbina et Robles. Le général Castilla, président du Pérou depuis 1856, avait donc refusé de se faire l'exécuteur des hautes œuvres d'Urbina contre Flores. Urbina voulait absolument fermer tous les ports d'Amérique à son ancien maître et seigneur. Loin d'acquiescer à cet ostracisme, Castilla reçut Flores avec toutes sortes de démonstrations d'amitié jusqu'à lui offrir une pension. Urbina se vengea, favorisa des tentatives de révolution contre Castilla, dépouilla ou emprisonna même des nationaux du Pérou. Robles rompit les négociations avec l'ambassadeur Cavero et lui renvoya ses passeports. Castilla répondit par un ultimatum dans lequel il exigeait la réadmission de l'ambassadeur outragé et menaçait, en cas de refus, de bloquer immédiatement le port de Guayaquil. Députés et sénateurs avaient suivi avec attention les péripéties de cette longue négociation qui paraissait devoir se résoudre par une guerre contre le Pérou. Tout en blâmant les formes peu courtoises des diplomates équatoriens, il s'accordait à trouver injustes les revendications de Castilla. Ainsi, quand Robles réclama du Congrès les pouvoirs extraordinaires nécessités par la situation, les représentants, sous la seule inspiration du patriotisme, rendirent un décret qui autorisait le gouvernement à transporter le siège de l'État à Riobamba ou à Cuenca tout le temps que durerait le péril actuel et de plus à contracter un emprunt de 3 millions de piastres. Le Congrès spécifia cependant certaines restrictions, la défense de transférer la capitale à Guayaquil, la défense de conserver après la guerre les facultés exceptionnelles dont le gouvernement se trouvait momentanément investi. Ceci afin évidemment de ne pas confier des pouvoirs illimités à des autocrates tels que Urbina et Robles. Voilà les dispositions, telles étaient les dispositions des représentants quand Urbina quitta son gouvernement de Guayaquil et revint s'installer à Quito pour exercer au nom de son comparse les pouvoirs dictatoriaux, à savoir ses basses vengeances. Le recrutement des soldats s'opéra d'une manière arbitraire et de façon à froisser les populations. On décréta des emprunts forcés. Le gouvernement paraissait faire ses préparatifs de combat, non pas contre le Pérou, mais contre l'Équateur. Et puis, diverses nouvelles, plus ou moins alarmantes, circulaient dans la capitale. On parlait ouvertement d'un coup d'État, de la dissolution des chambres, de la translation de la capitale à Guayaquil, malgré le décret du Congrès. Et puis, enfin, on racontait que Urbina et Robles traitaient de nouveau, avec un agent des États-Unis, de la cession des îles de Galápagos contre 3 millions de piastres. Alors là, sous le coup de l'émotion générale, le Congrès se réunit d'office afin de conjurer ce nouveau danger qui menaçait le pays.
et dans une séance des plus agitées, le Sénat délibéra sur le retrait des pouvoirs extraordinaires concédés au gouvernement, en alléguant pour motif que l'imminence de la guerre avait disparu. Après une discussion des plus orageuses, l'Assemblée se sépara sans rien conclure. Le lendemain, le président intervint dans la délibération par un message où l'indignation était forcée à merveille. Et cette irritation et le dédain blessèrent au vif les membres du Sénat. García Moreno mit à néant le message en prouvant que le gouvernement possédait les moyens de résister à l'ennemi, c'est-à-dire des hommes et de l'argent, et que s'il exigeait des pouvoirs arbitraires, c'était uniquement pour continuer ses brigandages. Après 2 jours de délibération, Urbina, qui voulait en finir, donna l'ordre à une escouade de Taurás de se porter le lendemain à la barre de l'Assemblée et d'arrêter en pleine séance García Moreno s'il se permettait de nouvelles invectives. Le bruit de ce guet-apens ayant transpiré dans le public, les jeunes gens, enthousiastes de García Moreno, le supplièrent de ne pas assister à la séance du lendemain, parce que les sbires apostés par Urbina n'hésiteraient pas à l'assassiner. Il répondit que jamais il ne reculerait devant ces vils criminels, ni devant un danger quelconque. Et il se rendit donc à la séance du Sénat, escorté dès son arrivée par de jeunes patriotes accourus de tous les points de la ville. García Moreno reprit les débats avec plus d'animosité que la veille. Il fut encore plus agressif et plus mordant que jamais. Le retrait des pouvoirs fut enfin voté à une grande majorité. Les 2 despotes crurent qu'il serait plus facile d'intimider la Chambre des députés, mais en vain, elle vota le retrait des pouvoirs. 11 députés, n'osant employer la force pour dissoudre le Congrès, Urbina eut recours à la ruse. 11 députés, à sa dévotion, désertèrent lâchement leur poste et, par cette manœuvre, rendirent impossible toute délibération de l'Assemblée. Et faute du nombre de votants exigé par la Constitution, la représentation nationale fut anéantie, de fait, pour faire place à une nouvelle dictature qui prit le nom de Direction suprême de la guerre. Donc après avoir créé Urbina, général en chef de l'armée, Robles partit pour Guayaquil. Et le 3e point de cette 4e partie, c'est le soulèvement national, 1859. L'exaspération des esprits, après ce coup d'État du gouvernement contre le Congrès, était immense. Les représentants de la majorité, injustement dépossédés de leur mandat, résolurent de ne point abdiquer. Et c'est sous l'impulsion de García Moreno que députés et sénateurs vont rédiger une protestation indignée contre la dissolution du Congrès et contre les manœuvres déloyales pour ce faire. Ils déclarèrent et dénoncèrent la dictature comme absolument illégale et inconstitutionnelle, puis déclarèrent laisser aux usurpateurs la responsabilité des effroyables calamités qui allaient fondre sur le pays et peut-être l'anéantir. Le gouvernement quitta la capitale pour se transférer à Guayaquil, en face de l'ennemi. C'était narguer la majorité qui avait accordé tous les pouvoirs, sauf celui de transporter à Guayaquil le siège du gouvernement. C'était en outre abandonner les provinces de l'intérieur à la merci d'une soldatesque sans frein, et puis c'était aussi provoquer la guerre civile.
Donc, au nom de la ville délaissée, au nom de tous les intérêts compromis, le conseil municipal de Quito protesta contre l'illégalité et l'iniquité d'une pareille mesure. Ces énergiques réclamations parvinrent à la connaissance du public grâce à l'héroïque dévouement de l'imprimeur Valencia, qui ne craignit point d'affronter la colère des deux despotes, Urbina et Robles. Et cette colère devint bientôt du délire. Sur l'ordre du gouvernement, plusieurs conseillers municipaux furent saisis et déportés, et parmi eux des vieillards distingués par leur talent et leur service. L'imprimeur Valencia, condamné à l'exil, quittait la patrie sous bonne escorte avec d'autres victimes de la tyrannie, lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils avaient affaire non à des soldats, mais à des assassins. Y arrivés dans la plaine de Cunchibamba, bien qu'ils essayèrent de fuir, certains le purent, mais Valencia fut attaché à un arbre et fusillé. García Moreno prit alors la plume pour dénoncer l'incarcération barbare des nobles généraux que tout le peuple vénérait et admirait. Les démocrates eux-mêmes stigmatisèrent le régime barbare qui s'imposait à l'Équateur. Le général Moncayo, soutien d'Urbina, pour avoir réclamé l'exécution des lois et défendre la Constitution, fut jeté en prison. Peu s'en fallut que García Moreno ne subit le même sort. S'étant en effet rendu à Guayaquil pour conférer avec ses amis sur le moyen de sauver le pays, on le suspecta de comploter contre le gouvernement. Décrété d'exil, il eut juste le temps de gagner un vaisseau et de s'enfuir au Pérou. Les hommes influents dans l'armée, dans la noblesse et dans la bourgeoisie pensèrent qu'il n'était plus possible d'assister impassible au meurtre de la nation, mais que le moment était venu de proclamer la République en danger et de combattre pour l'autel et le foyer. Le ciel sembla donner lui-même le signal du bouleversement. Le 22 mars, un épouvantable tremblement de terre, en moins d'une minute, menaça de ruiner la capitale, comme un triste présage d'ébranlement plus profond dans l'ordre politique et moral. Le 4 avril, l'armée de Guayaquil, aux ordres du très brave mais très imprudent général Maldonado, se prononça contre les dictateurs. À 23 heures, le commandant d'Arquea, avec 20 hommes bien armés, se présenta chez le président Robles, qu'il trouva jouant gentiment aux cartes avec son ami Franco. Il l'arrêta, sans éprouver de résistance, et l'emmena à la caserne pour l'y incarcérer, lorsque Franco, qui s'était échappé, revint sur la petite troupe, pistolet au poing, et brûla la cervelle à Darquea. Pendant ce temps, au lieu d'appuyer le mouvement de ses inférieurs, Maldonado campait sur une hauteur avec ses meilleures troupes. En apprenant la mort de Darquea, il perdit contenance, et sur les avances qu'on lui fit, entra en pourparlers avec Robles. Les troupes mutinées rentrèrent dans leur quartier, sauf 500 hommes qui profitèrent de la bagarre pour déserter. Cet échec était de mauvais augure pour les patriotes. Les dictateurs enhardis exercèrent de nouvelles vengeances contre les chefs de l'opposition, mais survint une insurrection populaire qui balaya le gouvernement de Quito. Les forces militaires concentrées à Guayaquil et Cuenca ne suffirent pas pour contenir cette insurrection, et c'est ainsi que le 1er mai 1859, une troupe de jeunes gens, armés de vieux fusils, de lances et de bâtons,
se ruèrent sur la caserne qui se rendit après une résistance assez faible. La déchéance du gouvernement fut prononcée aux acclamations de la multitude. Il fallait donc substituer un gouvernement à celui qu'on venait d'abattre. En effet, les personnages influents de la cité, convoqués par les chefs du mouvement, se réunirent au palais de l'université et décidèrent de former un gouvernement provisoire composé de 3 membres. Dans l'élection qui suivit immédiatement, le nom de García Moreno retentit le premier au milieu d'une tempête d'applaudissements. On lui adjoignit Carrión et Gómez de la Torre. L'Assemblée nomma aussi 3 suppléants, Chiriboga, Avilés et Carvajal. Et le pouvoir ainsi constitué, l'Assemblée générale signifia le pronunciamento du 1er mai au gouverneur de province. Le mouvement s'étendit comme une traînée de poudre dans tout l'intérieur et il ne resta de fait aux 2 dictateurs que les districts occupés par leurs troupes, Cuenca et Loja à l'intérieur, Guayaquil et Manabí sur la côte. Il fallait donc maintenant se préparer à une lutte terrible et l'on ne connaissait qu'un homme, hardi pour l'entreprendre et assez fort pour le mener à bonne fin, García Moreno, qui était alors réfugié au Pérou. Le gouvernement provisoire lui dépêcha un courrier pour lui annoncer comment le peuple avait disposé de lui sans le consulter. On le conjurait donc d'arriver en toute hâte pour se mettre à la tête des volontaires. Et n'étant pas homme à temporiser en pareil moment, il se mit en route, mais par des chemins adéquats et difficiles pour éviter les embuscades de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'il va se diriger vers l'Équateur, au milieu des forêts, des déserts, par les défilés des montagnes, sur une route où l'attendaient de nombreuses épreuves, notamment son guide, piqué par une vipère et qui va expirer sous ses yeux, perdu dans les hauteurs des cordillères. Il va s'égarer dans d'affreuses solitudes, avec des vivres épuisés depuis 2 jours, sa mule épuisée qui s'affaissa sur le chemin, mourant de faim. Bref, il arriva quand même à Quito, où ses patriotes l'accueillirent comme un sauveur. Après s'être rendu compte de la situation, après avoir conversé avec ses collègues sur les nécessités les plus urgentes, il créa alors un organe périodique, il avait l'habitude, qui va s'appeler le 1er mai, rappelant à tous l'aurore de la régénération. Le programme qui parut bientôt était écrit en traits de flamme. Je cite, « À bas les tyrans !» Tel fut le cri qui s'échappa de la poitrine du peuple lorsque le 1er mai, il brisa ses chaînes. Ce cri de liberté, la presse de l'Équateur, si longtemps bâillonnée par Urbina et Flores et Robles, doit le répéter tous les jours, unissant sa voix à la grande voix de la nation pour la défendre contre la force brutale et les entreprises criminelles. À bas les tyrans! Là où ils règnent, l'intelligence est enchaînée, la loi violée, la nation martyrisée, la République au bord de l'abîme. À bas les tyrans! Ils ont confisqué l'Équateur par la force des baïonnettes, ils en ont fait leur patrimoine, ils l'ont opprimé, dégradé, saccagé. Le pauvre esclave n'a plus qu'à rendre l'âme sur le vil grabat où ils l'ont couché. À bas les tyrans! Que tous les citoyens s'unissent au gouvernement provisoire pour créer enfin des institutions civilisatrices et une république digne de ce nom. C'est dans ce but que le 1er mai fait aujourd'hui son apparition. Quelques jours après, García Moreno déposait la plume du journaliste pour prendre en main l'épée du capitaine. Cédant le commandement des troupes de Guayaquil au général Franco, Robles gravissait les cordillères avec 1200 à 1500 hommes bien armés et s'avançait à grands pas vers la capitale.
un corps de volontaires marchait à sa rencontre, sous la direction d'un chef, Garcia Moreno, qui, sans être soldat de profession, s'était initié quand même au noble métier des armes. Maniant l'épée comme un maître d'escrime, très habile tireur, il passait également pour le plus fort lancier et le meilleur cavalier de tout l'Équateur. Corps vigoureux et robuste, tempérament de fer, coup d'œil d'aigle, audace de lion. Si l'on pouvait regretter quelque chose dans un pareil chef qu'était Garcia Moreno, c'était parfois un excès de bravoure. Un excès de bravoure qui confinait parfois à la témérité, et cette ardeur impatiente du résultat qui précipite l'action quand il faudrait peut-être parfois gagner du temps. Les recrues lancées contre le corps d'armée de Robles se composaient de 700 à 800 hommes, mal exercés et racolés en toute hâte. Et le 3 juin, le combat s'engagea vers 10 heures du matin jusqu'à 16 heures, mais la déroute fut complète. Garcia Moreno affronta 20 fois la mort et il montra dans cette circonstance une bonté d'âme égale à son intrépidité. 2 jours après, il arrivait à Quito, où la population, bien qu'abattue par cette défaite, le reçut avec enthousiasme, lui montrant, malgré cet échec, qu'il restait l'homme de la patrie. Les circonstances étaient extrêmement critiques. Dans une conférence avec ses collègues du gouvernement provisoire, Garcia Moreno émit l'opinion que la lutte à main armée devenant impossible, il fallait recourir à la diplomatie. Il se proposait donc de retourner immédiatement au Pérou afin de s'entendre avec le président Castilla, de s'entendre avec lui sur les difficultés pendantes entre ces deux pays et obtenir son appui contre Urbina et Robles. Durant ces négociations, le gouvernement quitterait la capitale, qu'il était impossible de défendre, et se transférerait dans les provinces du Nord sur les frontières de la Nouvelle-Grenade. Ce plan accepté, Garcia Moreno partit en toute hâte pour Païta, où se trouvait alors le président du Pérou, parvenant au littoral en courant les plus grands dangers. Urbina, lui, avait pris toutes les précautions. Il avait pris toutes les précautions imaginables pour s'emparer de son ennemi mortel, Garcia Moreno. Le gouvernement provisoire, avec la petite garnison de Quito, se retira à Ibarra. Urbina, cependant, ne tarda pas à poursuivre l'ennemi. Le gouvernement provisoire recula jusqu'à San Vicente, à 2 journées de la frontière, où il attendit avec anxiété des nouvelles du Pérou. Robles rentra dans sa capitale, Urbina revint à Cuenca piller les caisses publiques, et Franco gouverna Guayaquil sous le titre de commandant militaire. Avec un triumvirat de cette force et toute l'armée pour l'appuyer, la révolution du 1er mai, plus qu'agonisante, n'avait donc guère de chance de survivre. Le brave Carvajal organisait une nouvelle armée de volontaires sur le territoire de Pasto, et sa petite troupe comptait déjà 1 millier d'hommes, décidés à passer la frontière au moment favorable pour réorganiser le gouvernement provisoire. D'un autre côté, Garcia Moreno, toujours à Païta, n'avait pas dit le dernier mot du général Castilla. En dépit de ces belles paroles, Garcia Moreno se convainquit bien vite que Castilla convoitait tout simplement une portion du territoire équatorien et que l'on ne pouvait, sans forfait à l'honneur, rien attendre de ce politique, ou plutôt de ce politicard. En désespoir de cause,
il résolut de s'adresser au patriotisme du général Franco, lui proposant d'abandonner le parti des deux misérables pour se rattacher avec son armée au gouvernement provisoire. Il y eut donc une entrevue entre Franco et García Moreno, mais Franco voulait bien débarrasser l'Équateur d'Urbina et de Robles, non au profit du gouvernement provisoire, mais pour s'élever lui-même à la présidence de la République. Vous voyez, ils sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes dans l'histoire. Un mois après cette entrevue, le 21 août, on apprit, non sans stupéfaction, que par suite d'une convention entre Castilla et Franco, les provinces maritimes allaient se donner un gouvernement. C'était l'annonce d'un pronunciamento en faveur de Franco contre Urbina et Robles. Robles le comprit, si bien qu'à cette nouvelle, il se rendit à Guayaquil, mais au lieu de discuter avec Robles, Franco le fit saisir, le fit déporter sans aucune autre forme de procès. Et comme Urbina, informé de l'exil du président, venait se mettre à la disposition du nouvel autocrate, celui-ci l'embarqua sur un vaisseau qui venait de Panama et l'envoya brutalement rejoindre son comparse en pays étranger. Donc au moins, le pays s'était débarrassé de ces deux bons hommes. Ainsi, l'Équateur était débarrassé de ces deux hommes néfastes par un troisième larron. Sur ces entrefaites, de graves événements se passaient à Quito. On apprit que Carvajal avait, avec sa petite armée, battu à Quarantum les troupes du gouvernement. Il marchait sur la capitale, mais les patriotes n'eurent pas la patience de l'attendre. Et le 4 septembre, à la suite de nouvelles vexations du gouverneur, la population tout entière se souleva contre ses oppresseurs, les insurgés se ruant sur les casernes d'artillerie et forçant les soldats à mettre bas les armes. Et quelques jours après cette victoire du peuple, Carvajal arrivait à Quito avec sa troupe et le gouvernement provisoire, solennellement rétabli, reprenait ses fonctions dans la capitale. De son côté, le général Franco, jouant à Guayaquil la comédie concertée avec Castilla, convoquait les citoyens pour l'élection d'un chef suprême. Et le 6 septembre, sans tenir compte ni des provinces de l'intérieur, ni des populations du littoral dévouées au gouvernement de Quito, au mépris des règles les plus élémentaires du droit électoral, qui dans un vote de cette nature exige la majorité absolue, il mettait en avant une majorité relative de 161 voix contre 160, donnée spontanément à García Moreno, et se proclamait chef civil et militaire de la République. Comme quoi, ils sont toujours les mêmes. La suite au prochain numéro. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.